Si vous voulez apprendre le français authentique que les Français parlent, si vous voulez avoir accès à des informations que vous ne trouvez pas dans les livres, si vous voulez améliorer votre compréhension orale de manière efficace, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast des Oui. Je m'appelle Virginie, je suis française et je suis professeure de français langue étrangère depuis 2009. Ce podcast a été créé pour vous aider dans votre apprentissage du français. 2 fois par mois, vous pourrez découvrir un nouvel épisode où je parle de culture, de grammaire, de conjugaison, d'un thème de société, seul ou avec un invité. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à télécharger un PDF gratuit que j'ai créé spécialement pour vous, qui résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français sur mon site internet ewiionline.com. Que vous ayez un niveau intermédiaire ou confirmé, ce PDF vous aidera à ne plus faire ces mêmes erreurs et à progresser dans votre apprentissage du français. En téléchargeant ce PDF, vous recevrez une newsletter chaque semaine de qualité avec un thème différent par mois. Pour améliorer votre prononciation, vous pourrez télécharger un MP3 ou vous pourrez m'entendre lire la newsletter. N'oubliez pas, ewiionline.com. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse énormément, que j'aime beaucoup. Le sujet, c'est un nom bizarre, c'est la glottophobie. La glottophobie. Qu'est-ce la glottophobie? Alors déjà, 2 mots on va expliquer. Qu'est-ce c'est une question qu'on pose quand on ne connaît pas le sens d'un terme ou quand on ne comprend pas quelque chose. Qu'est-ce ça signifie qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je vais essayer de vous faire deviner. Alors déjà, on va analyser la racine du mot glottophobie. Ça vient du grec glossa, qui signifie langue, et phobia. Phobia, c'est donc la phobie, c'est une fuite qui est due à la panique. Alors, je vais vous faire deviner. Qu'est-ce que c'est la glottophobie selon vous? Est-ce que c'est une discrimination face aux gens qui parlent français? Ou alors, une discrimination face aux gens qui ont un accent en français? Ou alors, une discrimination face aux gens qui font des erreurs de grammaire? Alors, selon vous, c'est quoi? C'est une discrimination face aux gens qui parlent français? Discrimination face à l'accent? Ou alors une discrimination face aux gens qui font des erreurs de grammaire? Alors, la réponse est la glottophobie, c'est une discrimination face aux gens qui ont un accent. C'est applicable, bien sûr, dans toutes les langues. Je sais que en France, il y a beaucoup d'accents différents, mais dans tous les pays, il y a énormément d'accents qui sont différents. Alors, la glottophobie, selon le dictionnaire, je vous lis la définition. La glottophobie désigne les discriminations à prétexte linguistique et inclut le processus de stigmatisation qui conduit à ces discriminations. Alors, c'est une très jolie définition, je la répète. La glottophobie, ça désigne les discriminations à prétexte linguistique et inclut le processus de stigmatisation qui conduit à ces discriminations. Donc, ce terme-là, glottophobie avec 2 T, c'est le sociolinguistique Philippe Blanchet, français, qui l'a inventé. Alors, déjà, avant de commencer cet épisode, j'aimerais que vous vous posiez cette question. Est-ce que, donc j'imagine que la réponse est oui, mais j'aimerais que vous réfléchissiez à ça. Est-ce que dans votre propre pays, il y a de la glottophobie? Est-ce que vous, par exemple, dans votre pays, vous avez des stigmatisations face à un accent spécifique d'une ville ou d'une région dans votre pays? Ça m'intéresserait donc de savoir déjà où vous habitez, d'où vous venez, et ça m'intéresserait beaucoup de savoir s'il y a cette glottophobie dans votre pays et dans quelle région. Alors, déjà, on va parler un petit peu d'histoire aussi de la France, l'histoire de la langue française, et donc on verra aussi avec quels accents les Français peuvent faire preuve de glottophobie. Alors, on va revenir un petit peu à l'histoire de la langue française. Vous saviez déjà, alors peut-être que ça va être une surprise pour certaines personnes, mais le français est devenu la langue nationale très tard dans l'histoire de France. Le français est devenu la langue officielle administrative au XVIe siècle sous le règne de François Ier, plus précisément en 1539. 1539, c'est la signature de l'ordonnance de Villers-Cotterêts.
Pourquoi Villers-Cotterêts? Villers-Cotterêts, c'est un village en Picardie, Picardie qui est dans le nord de la France. Pourquoi Villers-Cotterêts? Donc, ce village était au cœur géographique du duché de Valois. Et François Ier vient de cette dynastie. C'est pour ça que c'était stratégique. Alors, c'était stratégique parce que c'était au cœur du royaume de- du duché de Valois. Mais pourquoi aussi cette signature de cette ordonnance à ce moment-là? Le but de François Ier à l'époque, c'était d'utiliser une langue écrite commune officielle. Personne à l'époque ne parlait français. Il y avait beaucoup de langues régionales, on verra lesquelles, mais personne ne parlait français. Le but de François Ier, c'était d'unifier cette même langue administrative pour aussi rendre son pouvoir plus important. Qui étaient les Français? Les Français donc qui parlaient français à l'époque, c'était les nobles et les bourgeois. Le reste de la population n'avait pas eu, qui ne pouvait pas aller à l'école, donc la majorité du royaume français, ils parlaient des langues régionales. Donc quelles étaient les langues et les dialectes locaux? Au nord, on appelait ça les langues d'Oïl, O-I-L. Ce sont les langues qui étaient parlées au nord. C'était le picard, le normand, le champenois de Champagne, le bourguignon de Bourgogne. Dans le sud, c'était les langues d'oc, O-C. C'est l'occitan, le gascon, le provençal. Vous aviez la langue basque, qui est encore parlée aujourd'hui, la langue basque, le breton en Bretagne, le flamand au nord et l'alsacien en Alsace. L'alsacien est une langue qui est vraiment influencée par la langue allemande et le corse. Donc je répète, les langues qui étaient parlées à l'époque dans le royaume de France, il y avait beaucoup de langues régionales et beaucoup de dialectes. Les langues d'Oïl au nord, le picard, le normand, le champenois, le bourguignon, les langues d'oc au sud, l'occitan, le gascon, le provençal, le basque, le breton, le flamand, l'alsacien et le corse. Mais on va se demander qu'est-ce que ça signifie oc et qu'est-ce que ça signifie oil. Oc, vous allez penser à occitan. L'occitan, c'est au sud de la France. Et il y a une séparation qui se situe plus ou moins à hauteur de la Loire, donc à hauteur de Bordeaux. Et ça va délimiter la zone des langues d'Oil et des langues d'Oc. Donc la démarcation se situe à peu près au niveau de la Loire, donc au niveau de Bordeaux. Les langues d'Oil au nord, pourquoi Oil et pourquoi Oc? Ça signifie dans les deux langues le mot oui, dans les langues ancestrales récentes de l'époque. Donc ce sont deux grands sous-groupes géographiques. Les langues d'Oil au nord et les langues d'Oc au sud. Et dans ces deux groupes, le Oil et Oc signifient à l'époque oui. En 2025, quelles sont les langues régionales les plus parlées? Alors, je ne parle pas de dialecte parce il y a beaucoup de dialectes, mais je parle des langues régionales les plus parlées. Alors, la première, ça va être l'occitan, donc l'occitan qui se situe au sud de la France, le breton, qui est une langue celtique, donc la langue de ma région natale, l'alsacien, en Alsace, à l'est de la France, le catalan, le basque, le Corse qui est une île située au sud de la France, qui est située au-dessus de la Sardaigne, et les langues créoles qui sont sur des territoires français, donc dans les DROM. Les DROM, ce sont les départements et régions d'outre-mer. Et donc les langues créoles qui sont parlées dans les DROM et les COM. Qu'est-ce que c'est les DROM et les COM? DROM, c'est l'acronyme pour départements et régions d'outre-mer. COM, C-O-M, ce sont les collectivités d'outre-mer. Et qu'est-ce que ça signifie outre-mer? Ça signifie au-delà des mers, par rapport à la France, qu'on appelle aussi la métropole. Donc il y a la différence entre vivre en métropole, c'est-à-dire le territoire français que beaucoup de gens, que tout le monde connaît, Paris, etc. Donc le territoire qui est situé en Europe. Mais vous avez aussi des territoires français qui sont situés outre-mer, c'est-à-dire au-delà des mers. Alors, les DROM et les COM qui sont français, c'est la Martinique, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, qui est située près de Madagascar, Mayotte, la Guyane française, la Guadeloupe,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ce sont des territoires français. Beaucoup de gens pensent que, par exemple, moi j'ai Lydia qui est une amie et une de mes profs, une des profs de mon équipe, qui elle est martiniquaise, mais elle est française aussi. Son passeport, si elle veut voyager, elle voyagera à l'étranger avec son passeport français. D'accord? C'est comme, voilà, si Lydia est martiniquaise, française, martiniquaise, moi je suis française bretonne. C'est exactement la même chose. Sauf que la Martinique, c'est un département d'outre-mer, alors que la Bretagne, c'est une région de la métropole française. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons est une expression lorsque on parle d'un sujet et ce sujet amène à un autre sujet et on veut revenir au sujet initial, au sujet principal, au sujet du début. Donc, on va dire revenons à nos moutons. C'est une expression idiomatique que vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez dire revenez à vos moutons ou je reviens à mes moutons. Non, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Donc, à l'époque, je répète, le français est parlé par les nobles et les bourgeois et le roi François Ier veut donc une langue commune pour l'administration et en officialisant le français. Ça va être la langue de la diplomatie et de l'administration, avec l'officialisation du français, alors que le latin va être réservé pour les ecclésiastiques. François Ier fait ça aussi pour affirmer le pouvoir de la monarchie, pour montrer voilà qui impose, qui est le chef, c'est moi, et en faisant ça, je m'impose en imposant le français. Est-ce que vous saviez jusqu'à quelle date, en parlant donc du latin qui était réservé aux ecclésiastiques, est-ce que vous savez en quelle année la messe n'a plus été prononcée en latin en France? En 1965, donc très très tard. À partir de 1965, c'était possible donc de dire la messe en français et non plus en latin. Alors, le royaume de France, ça signifie beaucoup de diversité linguistique dans le royaume. Beaucoup de diversité linguistique. Maintenant, à passer à une deuxième étape vers le français pour rendre le français de plus en plus populaire. La deuxième étape, c'est la Révolution française. Donc, la première étape, c'est à Villers-Cotterêts, la signature pour que le français devienne la langue officielle administrative. La Révolution française va être une deuxième étape vers le français parlé par tout le monde. Alors, deuxième étape, la Révolution française. La Révolution française, le cœur de la Révolution française, va être à Paris. Paris, c'est la capitale habitée par les bourgeois contre l'aristocratie. Donc, c'est la grande bourgeoisie parisienne qui va prendre le pouvoir. Qui dit grande bourgeoisie parisienne dit la langue française. Alors ça, c'est à Paris. Mais pendant la Révolution française et même des années après la Révolution française, les langues régionales vont rester très très populaires dans le reste de la France. En effet, le français va être seulement utilisé comme langue seconde, ok? Parce que le français reste encore la langue des classes aisées, des bourgeois. Et où se trouvent les bourgeois? Dans les grandes villes. Alors que le reste du territoire, dans les campagnes, on va continuer à parler les dialectes et les langues régionales. Donc ça, c'est la deuxième étape vers la généralisation de la langue française. La troisième étape, ça va se faire à travers l'école. L'école française va éradiquer les langues régionales. Comment? À travers l'école, par l'interdiction. L'école française, comme nous la connaissons aujourd'hui, vient de l'héritage de Jules Ferry. Jules Ferry qui a rendu l'école gratuite, laïque et obligatoire. Laïque, ça signifie que la religion n'intervient pas dans les programmes scolaires. Donc, ça, c'est encore les valeurs très, très importantes en France pour nous. L'éducation gratuite, laïque et obligatoire à partir de la fin du 19e siècle. Et donc, cette école de Jules Ferry, c'est l'éducation exclusivement en langue française. Comment est-ce que cette école a réussi à éradiquer malheureusement les langues régionales? C'était à travers l'interdiction absolue, c'était vrai interdit de parler sa langue régionale quand on arrive à l'école. C'était que le français, c'était les punitions, c'était les humiliations. Je vais vous partager une anecdote.
Et d'ailleurs, quand j'ai préparé l'épisode, ça m'a rendu vraiment triste parce que malheureusement, j'ai perdu mon grand-père. Mon grand-père est mort il y a quelques mois, en décembre 2024. Et sa femme, ma grand-mère, est morte en 2012. Et mes grands-parents parlaient breton. Je vous explique un petit peu l'histoire. Mes grands-parents maternels venaient d'une famille de paysans. Donc en Bretagne, la Bretagne a été une région très très longtemps très pauvre parce que c'était la région des agriculteurs, des paysans, donc des gens qui ne vont pas à l'école, des gens qui travaillent la terre. Et mon grand-père et ma grand-mère, leur première langue, c'est-à-dire la langue qu'ils entendaient à la maison, c'était le breton. Le breton est une langue celtique. C'est la seule langue celtique qui est parlée. Et pardon, la Bretagne, c'est la seule région en Europe où on parle une langue celtique. Et mes grands-parents ont appris, c'était leur première langue. Leur première langue maternelle n'était pas le français, c'était le breton. Donc imaginez, ils grandissent, ils commencent à aller à l'école à l'âge de 6 ans, ils ne connaissent que le breton, ils arrivent à l'école et ils sont humiliés, ils sont punis s'ils ont le malheur d'utiliser le breton, donc leur première langue, à l'école. C'était extrêmement, extrêmement difficile. Petite anecdote par rapport à ça aussi. Ma grand-mère, maternelle, sa mère n'a pas eu la chance d'aller à l'école, ce qui était très 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 courant à l'époque. Donc mon arrière-grand-mère est née, je pense, vers 1910 à peu près, 1910-1915. Elle n'est pas allée à l'école, donc elle ne savait pas lire ni écrire. Et elle s'est mariée à un Alsacien. Donc, elle a eu ma grand-mère et sa première fille avec un premier monsieur que je n'ai pas, enfin, cette personne-là n'a jamais reconnu ma grand-mère et sa sœur. Et donc, mon arrière-grand-mère a ensuite fait sa vie avec un Alsacien. Un Alsacien qui a fui l'Alsace parce que l'Alsace était une région qui était française, parfois allemande, parfois française, parfois allemande. C'était une région très difficile. Et donc, le père adoptif de ma grand-mère est arrivé en Bretagne et a rencontré mon arrière-grand-mère. Ils se sont mariés. Et mon arrière-grand-mère a dû apprendre le français pour pouvoir communiquer avec son mari parce qu'elle ne parlait pas français. Et c'est drôle parce que moi, je n'ai pas connu mon arrière-grand-mère, mais mon oncle me disait que mon arrière-grand-mère, quand elle parlait français, elle faisait beaucoup d'erreurs, surtout entre le masculin et le féminin. Pourquoi? Parce que elle a appris le français adulte. Elle ne l'a pas appris à l'école parce qu'elle n'est pas allée à l'école malheureusement. Et elle avait un très très fort accent parce qu'elle a appris le français très tard. Donc vous voyez l'importance des langues régionales en France à l'époque, encore au début du XXe siècle. Malheureusement, donc moi, je ne parle pas breton. Ma mère le comprend, mais elle ne le parle pas. Et les langues régionales, malheureusement, françaises, tendent à disparaître, ou pas à disparaître, elles sont encore là, elles sont encore présentes, mais ça n'a rien à voir, les locuteurs de langues régionales à partir au XXe siècle, en comparaison avec 2025. Pourquoi? Parce que à l'école, c'était une volonté de l'école dans les années 30-40 de supprimer, d'essayer de faire disparaître le plus que possible les langues régionales pour que le français devienne vraiment la langue parlée, la langue unique du territoire français. Et par exemple, les professeurs leur disaient à l'école, donc c'était vraiment des menaces. Si tu parles pas français, tu seras toujours paysan. Si tu ne parles pas français, tu ne pourras jamais apprendre, tu n'auras pas de futur. Ça, c'était, euh, c'était les menaces de l'époque. Alors, j'ai vu par exemple sur Internet un règlement, à l'époque. Donc, je pense que ce règlement date du début du XXe siècle, du règlement intérieur de l'école, dans une école en Bretagne. Et la première règle, donc il y a plusieurs règles de discipline, mais la première, c'est il est défendu, donc il est défendu, ça signifie il est interdit, il est défendu de parler breton.
Ça, c'était la première interdiction. C'est pour vous montrer l'importance et le poids sur les épaules des jeunes élèves pour ne pas parler leur langue, leur première langue maternelle. Donc voilà les 3 étapes importantes qui ont fait que le français est devenu la langue parlée par tout le monde en France. Et on en vient maintenant aux accents. Alors d'où vient un accent dans une langue? Pourquoi est-ce que en Bretagne, on va avoir un accent, un certain accent? Pourquoi en Alsace, on aura un autre accent? Pourquoi dans le sud, il y aura un autre accent? Tout simplement parce que c'est l'influence de la langue première. Par exemple, moi, quand je parle anglais, quand je parle espagnol, j'aurai toujours un accent français. Même dans 30 ans, même dans 40 ans, quand je parlerai espagnol ou quand je parlerai anglais, j'aurai toujours mon accent français. Donc c'est la même chose, c'est l'héritage collectif de, de, de l'accent des régions en France. Donc ici, c'est parce que ce sont les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents qui ont transmis le français avec leur propre accent. Euh, donc le français le plus neutre, c'est le français parisien. Pourquoi? Parce que c'était le français qui était utilisé, le français de la télévision, le français de la radio. Et c'est pour ça que ça s'est étendu. C'est le français le plus neutre. Moi, par exemple, je n'ai pas vraiment d'accent breton par rapport à ma meilleure amie. Ma meilleure amie est bretonne, ma meilleure amie française est bretonne. Elle a un accent beaucoup plus fort quand elle parle français. On peut reconnaître un petit accent breton. Moi, si j'écoute mes podcasts ou si j'écoute un message vocal que je peux envoyer en français à ma famille par WhatsApp, il y aura un tout petit accent et je vais l'entendre avec le A. Le A final, j'aurais tendance à dire un petit peu O. Vous voyez la différence? A, O. Là, je force, bien sûr. Mais peut-être que vous pourrez essayer d'entendre ce petit accent que j'ai, mais c'est très, très, très léger. Beaucoup plus léger, par exemple, que les accents qui sont vraiment, vraiment évidents, les accents du sud, de Toulouse, de Marseille. Ça, ce sont vraiment des accents très forts. Euh, qu'on peut vraiment, même d'Alsace. L'accent d'Alsace peut être assez fort aussi. Mais moi, j'ai vraiment cet accent assez, assez léger. Et donc, la radio et la télévision vont diffuser le modèle du français parisien neutre standard à partir des années 70, plus ou moins. Euh, les gens, par exemple, qui voulaient travailler à la télé, qui voulaient travailler à la radio, s'ils avaient un accent, c'était presque impossible de faire carrière au niveau national. Peut-être carrière au niveau régional, mais pas national. Et maintenant, dernière question, quels accents sont stigmatisés en France? Alors déjà, vous, quels accents sont stigmatisés dans votre pays? En France, les accents stigmatisés, ce sont plutôt les accents du Sud. Marseille, la Corse, Toulouse. Alors, les langues peuvent être vues des points de vue positifs et négatifs. Les accents de Marseille, de Corse, de Toulouse, l'accent du Sud, on peut les trouver joyeux, on peut les trouver chantants, on peut les trouver mélodieux. Par contre, la stigmatisation, ça va être que les gens qui ont un accent du Sud, ce sont des gens qui sont un peu lents, un peu fainéants, qui sont pas des gens sérieux. Parce qu'il y a aussi la stigmatisation que, ok, ce cliché que dans le Sud, il fait plus chaud, les gens sont plus lents, alors que dans le Nord, à Paris, les gens sont plus rapides. C'est ça le cliché standard. Les accents bretons, de Picardie, d'Alsace, l'accent des terres, on appelle ça des terres. L'accent des terres, c'est-à-dire euh, loin d'une grande ville. Les accents des terres, on va voir ça comme on va écouter et on va penser que les gens qui parlent comme ça, ce sont des paysans, des ploucs. Le mot plouc, ça signifie redneck, des ploucs, des paysans. La question du million, c'est est-ce que moi, je vais est-ce qu'on tombe dans la glottophobie sans le vouloir et sans le savoir? Ça, c'est vraiment une question à se poser. Moi, par exemple, je viens du Nord. Je viens du Nord, ouais, je viens du Nord, je suis bretonne. Et dans le Nord, il y a différentes manières de reconnaître enfin, on va reconnaître facilement. Moi, si j'entends une personne parler,
je vais facilement reconnaître si la personne vient du nord ou du sud. Parce que bon, Marseille, Toulouse, ce sont des accents très forts. On reconnaît tout de suite. Mais parfois, il y a des personnes qui n'ont pas forcément un accent, qui ont un français standard, neutre, mais je vais deviner qu'ils sont du sud avec différentes prononciations. Je vous explique. Dans le dictionnaire, il y a deux prononciations acceptées au niveau de la phonétique, avec les articles définis et indéfinis. Les et des. Moi, je vais toujours dire les. Les, je sais pas, les voitures, des chiens. Vous entendez? C'est comme s'il y avait un accent, un E accent. Je le prononçais comme si c'était un E accent grave. Les, des. C'est un E ouvert. Et. Alors que dans le sud, les gens auront tendance à dire des, les voitures, des chiens. Moi, si je dis ça, je fais un effort. C'est pas du tout naturel pour moi de le prononcer comme ça parce que je viens du Nord. Et là, je peux faire preuve de glottophobie parce que moi, je trouve pas ça très joli quand les gens disent les ou des. Alors, je ne critique pas parce que ça vient les gens parlent comme ils veulent parce qu'en plus, en particulier les et des peuvent être, si on regarde dans le dictionnaire, les deux prononciations sont acceptées. Les des, les des. Mais moi, je trouve ça personnellement plus joli, les et des. D'accord? Ensuite, un autre aspect, c'est le O ouvert et le O fermé pour certains mots. Par exemple, avec les couleurs, je vais dire le rose, le jaune, alors que dans le sud, ils auront tendance à dire le rose, le jaune. C'est pas du tout naturel pour moi. Je ne dirais jamais la couleur rose, la couleur jaune. Ça me fait sourire parce que c'est pas naturel. Ok? Par exemple aussi le mot pause. Je vais faire une petite pause. Dans le sud, ils auront tendance à dire je vais faire une petite pause. Pause. Vous entendez, c'est un O ouvert qui est très chantant. Hein, c'est très chantant, mais c'est pas du tout naturel pour moi. Alors, maintenant, la question, c'est que, est-ce que vous aussi, selon les régions, les différentes régions ou les différents États de votre pays, est-ce qu'il y a des mots, des prononciations qui vous font rire, des prononciations qui vous énervent, qui sont vraiment très, très différentes de votre prononciation? Ça m'intéresserait de lire vos commentaires. Donc, avec la standardisation du français, malheureusement, les langues régionales en payent les conséquences. C'est possible, le gouvernement met beaucoup de choses en place pour sauver ces langues régionales. En Bretagne, par exemple, c'est possible d'aller à l'école et en apprenant la géographie, les maths, en breton, dans la langue bretonne. Il y a des écoles bilingues, donc français et breton, ou alors des écoles où l'enseignement est fait en breton. C'est la même chose en Corse, c'est la même chose en Alsace, où les enseignements sont donnés dans la langue régionale. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à mettre un pouce, à vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aide à faire grandir le podcast. Est-ce que vous voulez enfin passer à la vitesse supérieure dans votre apprentissage du français? Si vous voulez vraiment faire des progrès, mes cours particuliers sont conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs de manière efficace. On va travailler sur ce qui vous bloque, que ce soit la grammaire, l'expression orale, la compréhension orale et écrite. Chaque séance est adaptée à votre rythme pour des résultats concrets et réels. Et pour les passionnés de romans policiers, venez rejoindre notre groupe de lecture. C'est un excellent moyen de découvrir de nouveaux livres, d'améliorer votre vocabulaire et votre expression orale en échangeant vos opinions avec une communauté de passionnés. Attention, les places sont limitées. Vous trouverez toutes les informations en description. Merci et à bientôt.